Suite et je vais donner la parole à Madame Cécile Thériault, maître de conférence en Sciences Po, qui va nous parler du vote et révolution arabe et le vote en Afrique de l'Ouest. Je vais vous passer le micro, pardon. Merci. Bonjour à tous. Donc je suis donc Céline Thériault et j'appartiens à un des deux. Oui, peut-être. Ça marche comme ça? Bon, donc je reste avec le micro. Donc j'appartiens à un des deux centres de recherche de Sciences Po Bordeaux, celui qui s'appelle Les Afriques dans le monde, qui est un jeune laboratoire issu d'un très vieux laboratoire qui s'appelait le Centre d'études d'Afrique noire. On a viré le N qui fleurait bon les néocolonialismes pour s'ouvrir pas seulement à l'Afrique subsaharienne, mais également à l'ensemble du continent africain et plus largement aux sociétés qui sont issues de la traite africaine. Et donc on a des collègues qui travaillent sur les Caraïbes ou les Amériques noires. Alors, j'espère que ce dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas trop en décalage par rapport à la composition de la table telle qu'elle était prévue. Il y a des effets de calendrier qui ont joué. Ce que je vous propose de discuter avec vous, c'est la question des élections au sens de l'utilité, de l'instrumentalité des élections, au travers d'exemples tirés d'une comparaison entre les transitions démocratiques qu'on a pu connaître il y a 20 ans en Afrique subsaharienne et ce que l'on a pu voir beaucoup plus récemment, depuis 2011, dans le monde arabe avec ce que l'on a appelé le printemps arabe. Donc on est sur une même problématique commune par rapport à ce qui va être débattu cet après-midi. L'idée de l'élection qui va être un mécanisme, qui va être un possible mécanisme d'éviction du politique, de la participation politique et de la prise en compte dans l'espace public, avec notamment le passage du moment révolutionnaire, du moment de la mobilisation très large, multisectorielle, pour exiger l'arrivée de la démocratie et remettre en cause le régime autoritaire. Donc le passage de ce moment-là, très large, à l'élection, la remise en place d'un système représentatif avec la désignation via l'élection des nouveaux représentants, des nouveaux dirigeants. Donc c'est une comparaison qui est totalement asynchronique. On est en Afrique subsaharienne il y a 20 ans, ça commence au début des années 90. On est dans le monde arabe seulement depuis 3-4 ans, en gros depuis 2011. Mais dans les deux cas, dans la façon dont s'organisent les événements, dans la façon dont l'élection est un objet central, une revendication centrale des mobilisations et puis ensuite des enjeux qui vont se cristalliser au moment du changement de régime, on voit revenir un petit peu les mêmes questions sur ce que sont ces élections, à quoi elles servent et de façon inhérente à quoi elles peuvent conduire. Ce que je vous propose, c'est d'aborder ça en 3 points. Et là, pour ceux qui connaissent, je déroge au sacro-saint plan de Sciences Po. Vous ne le direz pas. Qui veut toujours 2 parties, 2 sous-parties, etc. Donc en 3 points. Pour essayer un petit peu de voir comment le printemps arabe, les mobilisations dans le printemps arabe et les élections qu'on a pu vivre depuis le printemps arabe, et je pense singulièrement à ce qui s'est passé en Égypte et en Tunisie, nous permet de réinterroger cet objet que l'on avait cru comprendre dans les expériences africaines d'il y a une vingtaine d'années. En 3 temps, donc, dans un premier temps, voir à quel point les élections sont un passage obligé, un critère incontournable pour l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs internes, donc les populations qui se mobilisent pour remettre en cause le régime autoritaire et exiger la démocratie, mais également pour l'ensemble de la communauté internationale.
Je sais ce matin que c'est une question qui a été posée dans le contexte du Sénégal. Plus personne, nulle part, n'imagine contester ce passage par l'élection pour légitimer l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle équipe dirigeante. Et pourtant, ce critère électoral, il est extrêmement limité, perverti, et c'est ce que j'essayerai de vous montrer dans un deuxième point. Les élections ne permettent pas un empowerment, loin s'en faut, et constitue un mécanisme d'éviction qui pose beaucoup de problèmes entre le temps très large de la participation politique révolutionnaire, entre guillemets, ou pré-transition, et puis ensuite les premiers moments de ce régime pluraliste que l'on va espérer appeler démocratie, qui se met en place à la faveur du moment révolutionnaire. Donc ça, c'est mon deuxième point. Et mon troisième et dernier point, ça sera en gros quelle est la place de l'élection dans le processus large de la démocratisation et plus largement également dans la problématique de l'inclusion politique des citoyens, les mécanismes et les modalités par lesquels les citoyens, les individus, quel que soit leur statut, leur place dans la société, leur genre, leur âge, leur statut socio-professionnel, sont inclus dans le politique, ont une voix qu'ils peuvent faire entendre pour peser sur les décisions et éventuellement faire entendre leurs demandes. Il y a deux exemples qu'on a forcément à l'esprit quand on déroule ce menu, sur lesquels j'ai un petit peu travaillé. C'est d'une part ce qui s'est passé au Mali. Vous savez que le Mali était considéré pour l'ensemble des... je ne sais pas si on dit malianistes, des gens qui travaillaient sur l'Afrique et spécifiquement sur ce pays, comme un cas exemplaire de transition démocratique, comme vraiment le modèle de l'installation de la démocratie en Afrique qui fonctionnait. Jusqu'à, il y a un an, ce coup d'État qui est intervenu un mois avant les élections présidentielles, où le président sortant ne se représentait pas, où il n'y avait pas cet enjeu-là d'éventuellement voir le président en place se maintenir et conserver le pouvoir. Et ce coup d'État, à un mois des élections présidentielles, n'a soulevé aucune ou très peu de contestation de la part de la population malienne, qui pourtant était dans ce processus de cycle électoral répété, pluraliste, régulier, depuis 1991. Donc ça nous interroge. Et le deuxième exemple, c'est bien sûr ce qui s'est passé en Égypte la semaine dernière, avec là aussi un coup d'État. Faut appeler les choses comme elles le sont. Donc le renversement d'un président élu, légalement élu, par les élections présidentielles il y a 2 ans. Alors bon, on va revenir sur ces deux exemples au fil de mes 3 points pour comprendre comment on peut décrypter ces deux exemples est-ce que c'est des échecs de l'analyse ou est-ce qu'au contraire, finalement, ça va dans mon sens sur la place des élections dans la démocratisation. Donc première idée, ces élections qui sont un critère incontournable. Bon, c'est pas nouveau, mais c'est très relatif. C'est pas nouveau, ça date de façon très simplifiée du début des années 90 avec la fin de la guerre froide. La fin donc de la rivalité Est-Ouest qui va permettre aux différents bailleurs de fonds qui interviennent en Afrique de s'aligner sur les mêmes critères de conditionnalité, d'exigence que les institutions multilatérales que sont le FMI, la Banque mondiale, avec ce que l'on va appeler la bonne gouvernance. Donc ce n'est pas au départ une exigence de démocratie, mais c'est au départ une exigence de rationalisation dans l'utilisation des ressources qui sont déversées sur le continent africain. Et cette rationalisation, elle passe par plus de responsabilité, par plus de transparence au niveau des processus gouvernementaux, administratifs, etc. Donc ça commence comme ça, avec des discours dithyrambiques, dont vous avez peut-être la mémoire, comme celui de La Baule fait par Mitterrand en 1990, qui va être considéré comme étant ça y est, la France va soutenir les pays qui s'engagent dans la démocratie et va soutenir donc des discours dithyrambiques, disais-je, qui seront peu suivis d'effets concrètement. Puisque si on regarde les pays qui ont été le plus aidés par la France dans le début des années 90, on trouve le Cameroun, le Gabon et la Côte d'Ivoire, qui à l'époque, et encore maintenant pour 2 d'entre eux, sont pas réputés pour être des grands modèles
de démocratie en Afrique. Donc on est là dans une uniformité des critères au niveau de la communauté internationale qui est liée à la fin de ce conflit de la guerre froide, donc à la fin de cette rente bipolaire qui pouvait permettre à des autorités étatiques en Afrique de se tourner vers l'un ou l'autre camp si on considérait que les conditions étaient trop contraignantes. Du côté des pays du monde arabe, la situation était un petit peu plus différente, puisque là, le déterminant, il va être très directement lié à la ressource dont disposent les pays arabes. Donc ce sont des pays qui sont très fortement extravertis, tout comme en Afrique, mais dont la sensibilité à l'extraversion va dépendre de leur capacité à bénéficier d'une rente, en l'espèce la rente pétrolière. Et puis également une rente qui va être liée à partir de 2001 à le rôle essentiel qui va être conféré au pouvoir public dans les pays arabes de lutte contre la montée de l'islamisme. Donc on est là dans un moment qui va basculer après les attentats du 11 septembre 2001, avec un changement de contexte qui va se traduire concrètement dans la perspective de la communauté internationale par un changement de paradigme. On passe de façon subreptice mais réelle d'une préoccupation en termes de démocratie, de respect des droits de l'homme, etc., à une préoccupation qui va beaucoup plus aller du côté de la stabilité et de la sécurité. Ce qu'a démontré le 11 septembre, c'est que des États qui sont faibles, qui ne contrôlent pas leur territoire et leur population, sont des dangers potentiels, pas seulement pour eux, ce dont on se satisferait en général, mais également pour les pays du Nord, et ça, c'est juste pas possible. Et donc là, on va voir ce glissement subreptice, oui, ça se dit comme ça, peu à peu, dans les préoccupations, les priorités au niveau de la communauté internationale. Bon, ceci dit, les élections restent le critère. Quelle que soit la nature réelle, fondamentale d'un pouvoir, il faut qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait la preuve par l'élection, truquée si vous voulez, mais au moins d'élections pluralistes régulières. Mais voilà, ce qu'on attendra des élections va évoluer de façon concomitante. Et là où, au début des années 90, on vous réclamait des élections libres et justes, free and fair, maintenant, dans la littérature, de la part des bailleurs de fonds et des acteurs de la communauté internationale qui soutiennent les processus électoraux, on ne parle plus que d'élections crédibles. C'est un glissement sémantique qui vaut son pesant quand même. Bon, donc on est dans un contexte où l'élection est un passage obligé. Si vous regardez les mobilisations en Afrique dans les années 90 et puis dans le monde arabe plus récemment, vous verrez que l'élection est là aussi au centre de la revendication. Alors quand je dis au centre, ce n'est pas la première. Si vous regardez la nature de ces mobilisations et les mots d'ordre de ces mobilisations, le premier mot d'ordre était d'abord économique, qu'on soit en Afrique dans les années 90 ou dans le monde arabe plus récemment. Les demandes sont d'abord sectorielles, économiques, liées à des difficultés matérielles, d'accès à l'emploi, de coût de la vie, etc., de sentiment d'être marginalisé par rapport à des ressources qui par ailleurs se raréfient dans certains cas. Donc une demande qui est d'abord économique. L'élection, c'est la deuxième demande politique. Pourquoi la deuxième demande politique ? Parce que la première, c'est, résumé par ce mot que j'aime beaucoup, dégage, que vous avez vu sur les banderoles concernant Ben Ali en Tunisie. Donc, quand il y a une incapacité des régimes autoritaires à répondre à cette demande économique de redistribution, on va avoir le glissement vers la revendication politique, le dégage d'abord, et ensuite l'élection, parce qu'on n'a pas d'autres moyens pour voir accéder au pouvoir une équipe légitime et pour pouvoir exprimer son choix. Donc c'est un passage obligé, et pourtant c'est un critère qui laisse un petit peu pantois. Je dis ça parce que au niveau de la science politique, les élections ont été considérées comme étant la preuve absolue, irréfutable de la démocratisation. Ce qu'on a appelé les transitologues, les spécialistes des transitions démocratiques, nous ont expliqué qu'à partir du moment où dans un pays il y avait des élections pluralistes qui se répétaient de façon régulière, avec une alternance permise par l'élection, on pouvait considérer qu'on était dans une démocratie consolidée. La preuve, le Mali. Très bien. Il y en a plein d'autres comme ça. Bon. Ce qui fait que
pas fou. Les dirigeants de l'Afrique et d'ailleurs ont bien compris l'injonction. Donc les élections sont devenues d'une banalité terrible sur le continent africain, y compris dans le monde arabe avant 2011. Des élections pluralistes régulières, c'est la norme partout. En Afrique, il y a peut-être 3, 4 pays maximum qui ne remplissent pas ce critère. Et donc la littérature en sciences politiques a vu fleurir des catégorisations pour essayer de rendre compte de la réalité, de la diversité des régimes où, bah oui, le critère électoral était là, mais en fait, c'était des autoritarismes électoraux ou alors des démocraties illibérales. Bon, on a vu comme ça fleurir toute une série de catégories pour rendre compte du fait que on était face à ce qu'on appelait des régimes hybrides, des choses indéfinis, dans une zone grise, qui n'était plus vraiment des régimes autoritaires, ce n'était pas encore vraiment la démocratie. Et donc une impasse totale de l'analyse liée à ce critère électoral. Donc une limite très importante par rapport à ça. Une illusion liée à l'élection, et que l'on a vu avec le réhabillage de régimes autocrates de tout poil qui ont très bien su combiner leur maintien au pouvoir avec cette injonction de l'élection. Alors, concrètement, dans les pays où ces élections ont été mises en place et où il y a eu alternance, il y a eu tous ces critères qui sont énoncés dans la littérature, qui ont été remplis, est-ce qu'on peut considérer que l'élection permet vraiment l'empowerment? Est-ce que vraiment ça permet aux citoyens, indépendamment de leur statut, de leur position sociale, etc., est-ce que ça permet vraiment aux gens de peser sur les choix politiques, de faire valoir leurs demandes, de les faire prendre en compte et éventuellement de sanctionner les dirigeants qui ne les prendraient pas en compte. Et c'est là où ce que l'on observe, ce que l'on a observé en Afrique et ce que l'on a observé maintenant dans le monde arabe est intéressant. C'est que de façon inévitable, inéluctable, le temps de la mobilisation révolutionnaire, pour la transition, on n'a pas parlé de révolution en Afrique, on parle de révolution dans le monde arabe, mais dans les deux cas, le terme est très largement impropre. À ce moment de mobilisation très large, vous avez tous en mémoire les images de ces mobilisations sur les grandes places du Caire ou de Tunis, à ces moments de mobilisation très larges où on se rend compte qu'il y a des gens qui représentent effectivement un éventail extrêmement large de la société, avec une prépondérance même pour des gens qui, typiquement dans la société, sont un petit peu des marginalisés, ce que l'on appelle en Afrique des cadets sociaux, donc des gens qui, a priori, n'ont pas de poids. 3 minutes, d'accord. N'ont pas de poids dans la société, n'ont pas de voix au chapitre. On se rend compte que les élections qui ont été organisées dans des conditions extrêmement correctes, pour des premières élections, avec les difficultés matérielles, pratiques inévitables à l'apprentissage de ces procédures et pratiques concrètes, le résultat des élections a été une vraie surprise. Parce que l'élection va consacrer typiquement le retour à des sortes de professionnels de l'élection. Dans les choix qui ont été faits des candidats qui ont été présentés, et puis ensuite dans ceux qui ont été élus, on voit très concrètement un resserrement de l'éventail social entre les manifestants dans la période révolutionnaire et puis les élus dans la période dans les assemblées qui ont été élues. Alors, il y a eu des mécanismes qui ont accentué ça, notamment si on regarde entre l'Égypte et la Tunisie, le choix qui a été fait en Égypte de d'abord élire une assemblée nationale dont serait issue une assemblée constituante par rapport à la Tunisie où on a tout de suite élu une assemblée constituante, a là aussi modifié l'éventail des possibilités en termes de représentation. Mais bon, il y a vraiment eu une dépossession manifeste des manifestants de la première heure avec le passage à l'élection qui s'est vu dans le résultat, qu'on soit en Égypte ou en Tunisie, puisque dans les deux cas, ce sont les partis islamistes qui ont remporté très largement les élections. Alors que les mots d'ordre liés à l'islam politique n'étaient absolument pas présents
dans les mobilisations initiales pour la revendication démocratique. Et donc là, il y a eu des effets qui sont liés à des raisons différentes dans les deux cas, mais qui sont liés à une capacité, comment dire, à des compétences, c'est le terme qu'on utilise en sens politique, spécifiques, maîtrisées par ces acteurs religieux, au détriment des autres secteurs de la société qui s'étaient mobilisés contre le régime autoritaire. Donc on est dans un principe d'exclusion, ce qui m'amène à mon troisième et dernier point sur la question de finalement quelle est la place qu'ont ces élections quand on se pose la question de la démocratisation. Une réponse très simple consiste à dire c'est indispensable. Et là encore, je reviens à mon première idée, on n'a pas d'autres moyens plus évidents, plus acceptables de désignation des dirigeants. Mais c'est un moyen qui n'est pas suffisant. Et c'est ce que l'on a vu dans le fonctionnement des régimes qu'on pouvait considérer comme démocratiques en Afrique. Et c'est ce que l'on a vu d'une certaine façon aussi depuis 2011 en Égypte et en Tunisie, avec le résultat que l'on connaît maintenant en Égypte. Ces secteurs-là de la société qui étaient marginalisés par le processus électoral et par le système représentatif, ils ont continué leur processus d'empowerment. Ils ont continué à se mobiliser, à agir et à s'impliquer. Mais ils l'ont fait dans une dimension extra-institutionnelle. C'est ce qu'on a vu au Mali avec des acteurs associatifs, des formes d'organisation militantes qui se sont mobilisés de façon sectorielle sur des objets comme par exemple la réforme du code de la famille. Là où les députés, comme un seul homme, enfin on leur avait un petit peu tordu le bras, avaient voté le texte, les gens sont descendus par milliers dans les rues et ont contraint le président à ne pas promulguer la loi. C'est la même chose en Égypte. C'est par une voie tout à fait spontanée, extra-institutionnelle, que les gens ont continué à peser sur les autorités légalement élues, mais devenues illégitimes de fait dans les politiques et les choix qui ont été mis en œuvre. Pour terminer sur une note un petit peu plus positive sans doute, cette question de la place de l'élection et de l'élection comme un horizon qui est sans doute dépassable, elle doit être replacée dans un temps très long de l'apprivoisage, non. Les élections doivent s'apprivoiser, plutôt. L'idée que ce processus de compréhension de ce qu'est l'élection, des compétences et des mécanismes par lesquels on doit passer pour la désignation de candidats, pour la sollicitation des suffrages et puis ensuite pour la représentation, c'est quelque chose qui a pris un siècle dans les contextes des vieilles démocraties occidentales, si on prend la France, entre la Révolution française et la Troisième République par exemple. Et donc là on est dans quelque chose qui va prendre un temps long et qui finalement n'est que l'illustration de soubresauts et d'une maturation qui peu à peu se développe. Tout en sachant que cette question de la démocratie, que ce soit en Afrique, dans le monde arabe ou en Occident, c'est jamais quelque chose qui est fini. Et je pense que c'est ce dont mes co-intervenants vont parler avec la question notamment des femmes et des étrangers. Merci Madame Thiriou. On va donner la parole à Madame Angelina Etienne-Bleu, donc sociologue de l'Université de Maine, c'est ça? Alors, droit de vote des étrangères, des étrangers, d'où, de quoi et de qui parle-t-on? Donc, je vous donne la parole. Je pense que j'ai un petit souci quand même avec le PowerPoint. F5. Merci. Merci. Je remercie les organisateurs de leur invitation ainsi que les participants à leur présence. Bon, tant pis, on se débrouillera sans la technique, on fera avec. Je voulais aussi excuser l'absence d'Omar Zana, qui est l'un de... Enfin, en fait, nous sommes un trio avec Wafa Le Botter, que vous entendrez tout à l'heure. Donc, on s'est lancé dans une aventure.